je suis Anne-Carine Marmuet et vous écoutez Horizon Durable, le podcast de Ports en Part dédié à l'investissement responsable. L'ambition de ce podcast est de mettre en lumière des personnes, des entreprises pour qui développement économique et croissance durable ne sont pas incompatibles. Ces interviews ne sont en aucun cas des recommandations d'investissement. Notre seul objectif est de partager des histoires inspirantes pour éveiller les consciences. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre. Parce que nous pouvons tous être acteurs du changement. Be the change you want to see in the world. Pour cette seconde saison, le projet devient collaboratif. Aussi, vous aurez le plaisir d'entendre de nouveaux hôtes. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour, je profite de l'actualité concernant la COP26 pour vous présenter une petite pépite qui monte très vite actuellement. Time for the Planet. C'est une entreprise à but non lucratif dont l'objectif est de lutter contre le dérèglement climatique, mais pas que. C'est aussi une communauté, une plateforme montée sur le modèle de l'open source pour porter les innovations financées. Mais ce n'est pas fini. Nous leur devons aussi le nouveau concept de dividende climatique. Pour nous présenter Time for the Planet, j'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Arthur Auboff, un des 6 cofondateurs de cet incroyable projet. Restez jusqu'au bout, cet épisode est porteur d'un message d'espoir. On en a bien besoin en ce moment. Et surtout, si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Arthur, bonjour. Bonjour. Merci d'être présent au micro de Horizon Durable. Avec grand plaisir. Ce que je te propose dans un premier temps, c'est de te présenter toi et Time for the Planet à tous nos auditeurs parce que je pense que ça fait pas très longtemps que vous existez et c'est un concept assez nouveau. Alors pour me présenter rapidement, donc Arthur, je suis entrepreneur depuis une dizaine d'années, comme mes cofondateurs, on est tous entrepreneurs depuis 10-15 ans. J'ai monté plusieurs boîtes pour ma part dans le digital, dans les applications mobiles. J'ai vendu une boîte et en fait aujourd'hui, le constat simple de Time for the Planet, c'est celui de 6 entrepreneurs vraiment. Ça vient du fait qu'on a ce background dans l'entrepreneuriat. Pour la faire courte, on s'est pris la claque de l'urgence climatique il y a quelques années parce qu'on n'est pas du tout des grands écolos de base ou des experts du climat. On est juste des citoyens lambda et on est tombé dans les rapports du GIEC, dans les différentes conférences d'experts. Et ça nous a soudainement fait prendre conscience du fait qu'il fallait vraiment se bouger maintenant et qu'on était vraiment la dernière génération capable de faire en sorte que la planète reste habitable pour nous. Et on a essayé d'agir, donc agir en tant que simple citoyen au démarrage. Et ce qu'on a très vite vu, c'est qu'une fois que tu as fait les petits gestes du quotidien, c'est-à-dire le maximum que tu peux faire en tant qu'individu, eh ben, tu as fait 20% du job. Et il y a 80% du job que tu peux pas faire parce que ça concerne la façon dont on produit les biens et services à l'échelle mondiale. Et donc, tu as l'air con et tu te sens un peu démuni. Et on s'est posé la question toute bête, comment est-ce qu'on peut créer un outil qui permettent à chaque citoyen d'augmenter son rayon d'action et sa possibilité d'avoir de l'impact pour lutter contre le dérèglement climatique de là où il est. C'est ça Time for the Planet. Donc, comment on fait ça ? Tout commence simplement avec des discussions avec un certain nombre de scientifiques qui nous racontent qu'il y a un truc assez incroyable dans le monde scientifique, c'est qu'aujourd'hui, pour arriver à cette fameuse transition, on a besoin d'innovation, en plus de la sobriété, et ces innovations existent. Les innovations majeures dont on a urgemment besoin pour décarboner la façon dont on produit les biens et services, justement, elles sont déjà toutes là. L'énorme problématique à laquelle on est confronté aujourd'hui, c'est qu'elles ne passent pas du tout à l'échelle. Elles restent très souvent bloquées dans des labos ou à un stade qui est trop peu avancé. Et la raison pour laquelle elles ne passent pas à l'échelle, c'est parce que les innovateurs sont des scientifiques, sont des chercheurs, ne sont pas des entrepreneurs. Et donc, comme ils ne sont pas entrepreneurs, trouver des modèles économiques, faire en sorte que l'innovation devienne une entreprise, se déploie dans nos quotidiens à toutes et tous au niveau mondial, c'est diamétralement opposé à leur métier. Et donc, ça ne se fait pas. Et nous, ça nous a semblé complètement incroyable quand on a découvert ça, parce qu'on connaît énormément d'entrepreneurs qui aujourd'hui cherchent à trouver plus de sens dans leur activité entrepreneuriale et cherchent de nouveaux challenges. Et on s'est dit, bon, il faut absolument qu'on fasse la connexion. Donc la mission de Time, elle est toute bête, c'est de faire en sorte que ces innovations majeures qui peuvent vraiment participer à décarboner l'économie à très grande échelle, elles se déploient et elles passent le plus possible dans nos quotidiens. Et pour faire ça, on va adjoindre aux innovateurs
des entrepreneurs chevronnés, des entrepreneurs à succès, qui vont venir apporter toute cette dimension, modèle économique notamment, et déploiement. En fait, en faisant ce constat-là, on s'est dit, très bien, l'objectif, c'est donc de déployer des entreprises, puisqu'on va chercher des innovations et on va leur adjoindre des entrepreneurs pour faire des entreprises. Ces entreprises, on sait qu'il va falloir les financer, et surtout, l'objectif, ça va être d'en déployer beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'innovations très intéressantes, et donc nous, on s'est fixé comme objectif d'en déployer 100, ce qui est un petit peu ambitieux, et il faudrait être sacrément peu humble pour considérer qu'on va y arriver tout seul. C'est pour ça que la première chose qu'on a fait, c'est qu'on s'est structuré comme un mouvement mondial auquel tout le monde peut participer. Donc tout le monde peut devenir copropriétaire, actionnaire de Time for the Planet à partir d'1 € sur notre site internet et participer à déployer ce mouvement et à faire en sorte qu'on grandisse le plus vite possible avec son réseau, son argent, ses contacts, etc. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, ces capitaux, il va falloir qu'on arrive à en générer le plus possible et c'est pour ça que les boîtes qu'on crée, elles ont un modèle économique, elles génèrent de l'argent, elles doivent être rentables, mais nous, on a choisi d'être un mouvement non lucratif. Ça veut dire qu'on ne distribue pas de dividendes financiers à nos associés, à nos actionnaires, parce que tout l'argent qui est généré par les boîtes qu'on crée grâce à leur argent, qui est un peu ce qui impulse la machine, eh ben on le réinjecte pour recréer de nouvelles boîtes. L'objectif, c'est qu'eux, ils injectent de l'argent, que leur argent se multiplie via les activités des boîtes qui sont lucratives, et que nous, on soit non lucratifs en réinjectant à chaque fois leur argent pour qu'ils continuent de se multiplier et de circuler dans le modèle Time for the Planet. Et la troisième chose, et la dernière, c'est qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de chances d'échec quand tu crées des boîtes aujourd'hui. Et donc nous, on parle d'innovation cruciale dans une période critique et on ne veut pas que ces innovations, elles se perdent à cause d'un échec. Et donc on a choisi de mettre les boîtes en open source. Donc ça veut dire que n'importe qui peut copier-coller nos entreprises partout sur la planète pour faire en sorte qu'elles se démultiplient. Et donc s'emparer de l'innovation et la commercialiser gratuitement. Mais en échange de ça, il y a un certain nombre de devoirs. Un, le devoir de repartager ses propres améliorations avec l'ensemble des possédants de la licence pour qu'on aille beaucoup plus vite sur la R&D, qu'on atteigne la maturité des innovations beaucoup plus vite. Et deux, nous partager son impact, donc l'impact de son activité, en tonnes de gaz à effet de serre non émises ou captées, parce qu'on rétribue quand même nos actionnaires, c'est pas en argent, mais c'est en tonnes de gaz à effet de serre non émises ou captées. Et donc, c'est ce qu'on appelle le dividende climat, qu'on leur reverse chaque année comme un dividende normal. D'accord. Alors, c'est un concept assez nouveau, ça, ce dividende climat. Est-ce que tu peux me le détailler un petit peu? Parce que je crois que vous venez juste de déposer votre concept. C'est tout nouveau. C'est presque un scoop. Oui, c'est presque un scoop, en effet. Alors, c'est pas quelque chose pour l'instant qu'on explique, qu'on donne au grand public, mais en gros, l'idée est très simple. Ce dividende climat, il faut qu'il soit valide, il faut qu'il soit standardisé. Et donc, on a créé ce produit avec les instances de référence sur le sujet, donc avec EY, avec l'ADEME, avec Carbone 4, avec Renaud Betin, qui est celui qui a inventé le Net Zero Initiative, qui est un peu la référence en Europe, pour faire en sorte qu'il soit conforme à la façon dont fonctionnent les entreprises, et notamment qu'il puisse s'ajouter à la suite du bilan carbone des entreprises pour montrer qu'elles investissent dans la neutralité carbone à l'échelle mondiale. En fait, c'est assez simple. Pour ceux qui sont familiers avec ça, aujourd'hui, quand on veut se décarboner en tant qu'entreprise, on a plusieurs scopes. Il y a le scope 1, le scope 2, le scope 3. Le scope 3, pour faire très clair, c'est les émissions des autres. Donc, c'est celles qu'on ne peut pas en fait réduire. En tout cas, c'est très difficile parce qu'il faudrait faire changer les autres. Et pour nous, la meilleure façon de décarboner le scope 3, c'est de faire en sorte qu'on flèche les investissements vers la décarbonation à l'échelle mondiale à travers l'innovation, pour remplacer un certain nombre de choses. Par exemple, si aujourd'hui, tu es une entreprise que tu veux décarboner ton scope 1 et 2, tu vas par exemple changer ta flotte de véhicules et mettre une flotte de véhicules électriques. Le problème des véhicules électriques, c'est que si les batteries sont produites avec des énergies fossiles, parce que pour miner, on utilise des énergies fossiles, en fait, il y a tellement de trucs qui sont carbonés que ton scope 3, il est forcément ultra carboné. Par contre, si tu investis pour faire en sorte que demain, on mine avec des énergies renouvelables, parce qu'on a trouvé des solutions pour l'intermittence en mettant sur le marché des nouveaux modèles de batteries, par exemple, ou même qu'on n'ait plus besoin de miner parce qu'en fait, on a des modèles de batteries qui n'utilisent pas de métaux rares. En fait, c'est ce qu'on fait nous avec Time for the Planet, mais il y a plein d'autres gens qui le font. Et donc, si on investit dans l'innovation de manière générale, on décarbone son scope 3 et on participe, on contribue à la neutralité carbone au niveau mondial. Ce qui, pour nous, est ce qu'il y a de plus vertueux en tant qu'entreprise, de plus efficace. Et si on fait ça,
il faut que les gens le voient, il faut que les gens le sachent. C'est pour ça qu'on a créé ce produit, parce qu'aujourd'hui, il y a un trou dans la raquette, en fait, tout simplement. Quand on est une entreprise et que on investit dans des choses qui sont négatives du point de vue carbone, ça se voit, ça rentre dans notre bilan, parce que si aujourd'hui tu possèdes 10% d'Airbus, eh ben 10% des émissions d'Airbus rentrent dans ton bilan carbone. Par contre, si tu investis dans une boîte qui, au contraire, participe à la décarbonation à l'échelle mondiale, ça ne se voit pas. Et donc, tu n'es pas du tout incité, c'est même désincitatif à investir dans des choses positives pour la transition. C'est même pire que ça pour te dire à quel point c'est désincitatif, parce qu'aujourd'hui, si tu investis par exemple dans une super boîte qui va, je sais pas, produire on en a une par exemple là, qui permet de tracter les navires gros porteurs avec des voiles de kite, ça réduit 30% de la consommation à peu près. Si tu investis dans cette boîte-là, non seulement on va pas te faire remonter les économies de CO2 que tu auras générées avec ton argent, mais en plus, on va t'imputer, si tu as 10% à nouveau, les 10% d'impact négatif de cette boîte. Parce que, par exemple, pour créer ses voiles de kite, elle va polluer, etc. Donc, c'est juste des incitatifs au possible. Et nous, on a voulu créer un produit qui pallie à ça et qui permet à n'importe quelle boîte, dès maintenant, de dire ben oui, j'investis dans la neutralité carbone à l'échelle mondiale, je décarbone mon scope 3 et je peux clairement le montrer parce que je le fais, donc il faut le dire. C'est une compensation carbone qu'ils obtiennent ? C'est pas une compensation. Et surtout, à bien distinguer du crédit carbone. Le crédit carbone te permet de compenser à un instant T, tu en achètes, bon voilà, les boîtes le font. Le problème, c'est une première étape. Nous, c'est différent, c'est une autre philosophie, c'est l'idée de dire je participe à la transformation de l'économie au niveau mondial. Ce qui n'est pas du tout le même investissement que de dire je compense mes activités, même si ça peut être intéressant de le faire. Et surtout, le dividende, c'est pas comme un crédit carbone, c'est pas un truc qui s'échange sur des marchés, enfin il y a beaucoup de choses, hein, mais c'est pas un truc qui se vend, s'achète comme ça. C'est lié à des actions que tu possèdes dans une boîte, donc par exemple Time for the Planet, et comme un dividende financier, ça tombe tous les ans. Et c'est nominal, ça te tombe sur toi et c'est tout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec un investissement, tu as du dividende qui tombe tous les ans. Et en plus, plus tu investis tôt dans une boîte comme Time, plus ton dividende il augmente comme un dividende financier. Bon, voilà. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de chiffres ? Oui. Aujourd'hui, vous avez combien d'actionnaires ? Vous avez levé combien ? Alors, on a commencé il y a 1 an et 8 mois, 9 mois maintenant. Donc, on a levé 1 million d'euros la première année en crowdfunding. Là, on a bien accéléré cette année. On est à 6 millions d'euros, mais on est en train de finir des deals avec des grands groupes. Donc, on sera à 10 millions d'euros en fin d'année, là, en décembre. On est à 30 000 associés actionnaires maintenant. Donc, pareil, on a eu une belle accélération du côté des associés. On est principalement en France parce qu'on a très peu ouvert les autres pays, mais c'est le programme à partir de janvier justement d'aller notamment en Angleterre, en Allemagne. On a reçu plus de 600 innovations depuis janvier 2021, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'on a fait notre appel à innovation. Donc les innovateurs pouvaient nous envoyer des choses. On a fait 3 comités scientifiques, donc réuni 3 fois notre comité scientifique qui se réunit tous les trimestres et qui est un organe très important dans le processus de sélection de ces innovations. Donc, c'est 14 experts qu'on est allé chercher, qui sont bénévoles, qui se réunissent une journée par trimestre pour challenger des innovateurs, voilà, discuter avec eux. Vous pouvez trouver ça sur notre site hein, si ça vous intéresse. En termes d'autres chiffres, l'objectif pour nous, ça va être maintenant d'accélérer sur les gros investissements, donc les grands investisseurs. C'est aussi pour ça qu'on a mis en place ce dividende climat de manière standardisée pour que ça rentre dans leur comptabilité, que ça soit OK avec les procédés habituels, les protocoles habituels. Et maintenant, l'objectif, ça va être d'annoncer publiquement les boîtes qu'on a déjà créées, puisqu'on a déjà créé des boîtes, on ne l'a pas communiqué publiquement parce qu'en fait, tout simplement, on veut montrer un panel assez large de ce que fait Time for the Planet et pas être cantonné à 1 ou 2 trucs. Donc on attend d'ailleurs le 20 décembre, là, on va faire une grosse émission publique dans laquelle on va expliquer les 4 boîtes dans lesquelles on a investi. Voilà, donc en gros, on en est à peu près à là aujourd'hui. Donc on a investi plusieurs millions d'euros déjà. L'objectif, c'est pas d'être assis sur le cash, hein, c'est de l'investir assez rapidement. Et donc on avance. Donc on n'en saura pas plus sur les 4 entreprises.
Si, on peut en parler si je me rends pas forcément compte du public, mais en fait, dans les grandes lignes, on a déjà investi sur une roche qui permet de faire de la minéralisation. Et donc, la minéralisation, c'est un procédé naturel qui permet de capter énormément de gaz à effet de serre. Donc, c'est une roche volcanique qui s'appelle l'olivine. Et en fait, quand elle est broyée sous forme de grains très fins, et qu'elle est au contact de l'eau, que ce soit l'eau de la pluie ou l'eau des vagues, par exemple, quand elle est sur une plage, il y a une réaction chimique qui vient capturer énormément, énormément de CO2. Donc ça, c'est un consortium de scientifiques qui nous vient de San Francisco, qui travaillent là-dessus depuis 10 ans. Génial, c'est incroyable. C'est un beau projet parce que les quantités captées sont vraiment dingues. Ça peut être vraiment, vraiment très intéressant à moyen terme. Eux, ils ont fait une modélisation qui n'est pas une modélisation réalisable, mais en tout cas, ça donne une idée. Si on épand sur 2% des plages du monde de l'olivine sous la forme concassée, on annule les émissions de gaz à effet de serre annuelles de l'humanité. Donc c'est vraiment un très très gros puits de carbone naturel qu'on vient optimiser en réduisant juste la taille des grains et en allant les pendre aux endroits où il y a le plus de précipitations et les meilleures conditions. Donc ça, c'est une boîte sur laquelle on a déjà bien avancé et qui est plutôt sur un travail de consensus scientifique au niveau mondial pour pouvoir passer à l'échelle à l'heure actuelle. Mais voilà, c'est quelque chose qui est en place. On a également une boîte qui, justement, permet de réduire la consommation des navires gros porteurs en mer, donc en déployant des voiles de kite géantes. Mais la subtilité de ça, c'est que ça ne se pilote pas par un humain. Les courants sont très compliqués en mer, et donc c'est piloté par une intelligence artificielle. C'est Yves Parlier, le navigateur, d'ailleurs, qui est à la tête de cette boîte, voilà, pour les connaisseurs. Il y a aussi également, donc ça c'est encore à soumettre au vote. On va faire une assemblée générale le 30 novembre là, pour soumettre au vote tout ça, mais disons qu'on est bien avancé sur ces sujets-là. On a Leviathan Dynamics, qui est une technologie de clim sans HFC. Donc tu sais, c'est des hydrofluors là, qui sont des gaz 2500 fois plus néfastes en termes d'effet de serre que le CO2. Et donc eux, ils ont trouvé une façon de faire ça avec de l'eau. C'est assez précieux, surtout quand on sait qu'aujourd'hui, les clims, il y en a 1 milliard d'unités dans le monde et on prévoit 5 milliards d'unités d'ici 2050. Donc ça va être intéressant de trouver des choses. Et enfin, on a Aredox, pour lequel on a voté l'investissement en Assemblée Générale, mais pour lequel on n'a pas encore démarré, puisqu'on a encore des négociations en cours, qui est une technologie de batterie sans aucun métaux rares, 100% recyclable et à très longue durée de vie. On parle de 30 à 50 ans. Et donc ça, c'est très intéressant aussi parce qu'aujourd'hui, la transition, elle ne peut pas se faire. La transition notamment vers les énergies renouvelables à cause de l'intermittence de ces énergies et du fait qu'on a trop peu de matériaux et de métaux pour créer des batteries permettant de stocker cette énergie tant qu'elle est intermittente. Et donc ça, c'est un énorme, énorme, énorme sujet de la transition. Donc c'est une très belle inno aussi, mais sur laquelle on est encore en cours de négoce, bien que pas mal de choses soient avancées. Bon, voilà, je te donne un peu des premiers éléments, mais on en dira beaucoup plus pendant l'événement en décembre et on va vraiment détailler comment ça marche, quels sont les problèmes. Il y aura les innovateurs, enfin voilà. Je te remercie pour tous ces détails et j'apprécie ton discours parce que on a tous été un petit peu inquiétés lors de la publication du dernier rapport, enfin du premier volet du 6e rapport du GIEC au mois d'août et on n'est pas en bonne voie. Les 1,5 degré qu'on espérait pour 2040, ils vont arriver dès 2030. Alors tous ces projets que tu cites redonnent un petit peu d'espoir. Est-ce qu'on peut en avoir ? Ah oui, on peut énormément en avoir et d'ailleurs, alors la situation est compliquée, il faut surtout pas penser que tout va bien et qu'on peut être tranquillou, mais par contre, typiquement, tu parles du dernier rapport du groupe 1 du GIEC, Valérie Masson-Delmotte le dit récemment et régulièrement. Avant, on pensait qu'il y avait une inertie climatique, c'est-à-dire que si tu arrêtais d'émettre des gaz à effet de serre là du jour au lendemain, eh ben, pendant au moins 20 ans, tu avais encore une augmentation de la température. Et donc, au regard notamment des boucles de rétroaction, qui sont des gros phénomènes géologiques qui sont en train de s'enclencher et qui deviendront complètement incontrôlables en fait, s'ils partent trop. On entend souvent parler du permafrost, de l'effet albédo, avec le fait que les rayons se réfléchissent sur les surfaces blanches et comme elles fondent, eh ben, ils se réfléchissent moins et donc ça réchauffe encore plus. Et en fait, le dernier rapport explique bien que non, il n'y a pas cette inertie-là. L'inertie est sur certains symptômes, la montée des eaux, parce que bon, il y a plein de trucs techniques, mais voilà, il y a certains symptômes qui ont de l'inertie. Mais si on arrête d'émettre des gaz à effet de serre du jour au lendemain, on peut très bien stabiliser notre climat et être à 2 degrés et ça ne s'emballe pas, quoi. Et donc on peut y arriver. Donc ça, c'est
absolument génial parce qu'on attend partout que de toute façon c'est trop tard, que c'est cuit, mais c'est Mm. pas vrai du tout. C'est pas trop tard, c'est pas cuit. Et on n'a pas encore totalement plongé dans un monde instable et incontrôlable qui va rendre nos vies horribles. On est capable de se stabiliser dans un climat OK. Donc il faut qu'on se bouge le fion parce qu'on va y arriver. On va y arriver. Si on s'y met tous ensemble, on peut. Donc, on n'a pas passé le point de rupture. Exactement. Bon, bonne nouvelle. On est à l'aube là du début de la COP26. Qu'est-ce qu'on en attend? Est-ce que vous-même vous y serez? Alors nous, on n'est pas trop des experts sur tout ce qui touche, on va dire, à la politique, ça reste quand même un peu le sujet. Nous, on est vraiment dans la partie entrepreneuriale, dans l'action, moins dans le débat, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à attendre de la COP, hein. Beaucoup, beaucoup de choses. Je pense que le principal rôle de la COP, c'est de faire en sorte qu'on ait des plans d'action concrets, parce que maintenant, les constats sont assez clairs, et il y a pas mal de choses. Alors moi, il y a eu plusieurs choses que j'ai entendues ou en tout cas qu'on m'a dit. Je ne sais pas à quel point ça sera vraiment à l'ordre du jour, mais tu vois, il y a des choses comme le fait que les bilans carbone déjà vont se généraliser. En tout cas, on va tenter de faire passer des choses pour que ça se généralise vraiment énormément et surtout que ça soit public. Donc vraiment que tout le monde puisse avoir accès au bilan carbone de n'importe quelle boîte. Ce genre de choses pourrait aussi aider, je pense, parce que la transparence, ça va être important. Sans qu'on soit dans le punitif, il faut se dire que c'est important de mesurer pour pouvoir agir, et donc les gens doivent pouvoir aussi connaître ces différentes mesures. Bon, il y a plein de choses à attendre de la COP, mais comme je suis pas expert du sujet, je préfère pas trop m'avancer, je préfère pas trop en parler. Nous, on n'y est pas parce que tout simplement, on n'a pas, on a tellement de trucs sur le feu que on s'est pas occupé d'essayer d'aller à la COP. Mais j'ai quand même espoir que ça permette au moins d'en parler plus dans les médias et de faire avancer les choses. Je pense qu'il y a quand même un truc, c'est que les gens n'ont pas forcément encore bien conscience de la chance qu'on a de ne pas avoir encore basculé et de la chance qu'on a d'avoir l'opportunité de pouvoir décider encore du monde dans lequel on veut vivre. Ça serait bien que ça participe à faire comprendre ça aux gens. Je pense que vraiment, on est dans une période assez excitante parce qu'on a encore le pouvoir d'agir. Par contre, si on déconne trop, on va vraiment se retrouver c'est déjà le cas, hein, mais dans un climat qui sera plus jamais stable. Donc en fait, le climat dans lequel l'humanité est née s'est développé, ce climat stable et confortable. On en est sorti, on le connaîtra déjà plus jamais. Maintenant, la norme, c'est la normalité, c'est les événements extrêmes. Par contre, on est encore dans une fourchette où c'est tolérable et où c'est OK, on peut vivre sans avoir à chambouler toute la façon dont la civilisation humaine est organisée. Si on dépasse ça, après, ça va devenir vraiment très, très compliqué. Et c'est difficile de penser qu'on n'ira pas vers des guerres, vers des grosses problématiques pour se nourrir, pour habiter juste le monde. Donc, ça serait bien qu'on prenne tous conscience de ça, parce qu'il y a de l'espoir et il ne faut pas en avoir peur et mettre la tête dans le sable. On a juste besoin de bien comprendre et de se dire, OK, bougeons alors, parce qu'on sait ce qu'il faut faire. Bon, alors on va laisser... Ouais, on va laisser aux politiques créer le cadre réglementaire nécessaire et accélérer la prise de conscience au niveau national de chaque pays. Et après, charge à vous, entrepreneurs, de déployer les moyens qu'il faut. Charge à nous, parce que maintenant, Charge à nous tous alors. On utilise l'entreprise, mais clairement, le fait que ça puisse fonctionner dépend du nombre de citoyens et chaque individu compte, parce que plus on est nombreux, plus on détecte des innovations incroyables, des entrepreneurs incroyables, plus on va convaincre des grands investisseurs de mettre beaucoup. Et donc, le nombre d'individus dans Time for the Planet, il est crucial. C'est pour ça qu'on est un mouvement. Le fait d'être une pieuvre avec des ramifications partout, c'est vraiment ce qui fait que les chances de réussite du projet sont les plus élevées possibles. Et donc, charge à tout citoyen de faire ce qu'il peut pour participer à tout ça. Un Time, oui, évidemment, mais pas que Time. Je voulais revenir parce que ça fait plusieurs fois que tu emploies le mot mouvement et effectivement, chaque associé peut lui-même parler, organiser des réunions, faire connaître. En fait, vous avez mis à disposition de tous les actionnaires des documents pour promouvoir vos actions. Complètement. Ouais, c'est même le but, hein, c'est de se dire, tu deviens copropriétaire de Time for the Planet. Tu peux juste te dire, moi, ça fait travailler mon argent, mais cette fois, ça le fait travailler en permanence pour décarboner, et c'est déjà super cool, et il y a plein d'associés qui fonctionnent comme ça. Mais tu peux aussi te dire, je copossède ce mouvement, donc j'ai envie qu'il grandisse, et donc j'en parle autour de moi, et nous, on essaie de leur mettre à dispo le plus de choses possible pour qu'ils puissent jouer ce rôle d'ambassadeur, et on espère qu'ils seront le plus nombreux possible à faire parler de Time autour d'eux, parce que ça va aussi dépendre de ça, quoi. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Donc, vous avez votre site.
Ouais, bah, c'est principalement sur le site, c'est un peu le nœud central, donc time-du6planetsansE.com. Et après, ben, sur les réseaux sociaux, LinkedIn, on est bien présent, on poste tous les jours. On est aussi, il y a pas mal de trucs qu'on fait de plus en plus, des petits événements physiques, des salons auxquels on est invité et où on envoie des gens de la communauté, justement. Mais bon, le point de rendez-vous, c'est le site, quoi. D'accord, ok. Mais écoute, mille merci Arthur pour toutes ces explications qui étaient très riches et surtout pour ce message d'espoir. Bah écoute, mais merci à toi pour l'invitation et l'échange, c'était super cool. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en mettant des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et en le partageant sur les réseaux sociaux. Nous sommes à l'écoute de tous vos retours, encouragements, suggestions d'invités ou autres. Pour cela, vous pouvez nous adresser un mail à l'adresse borsamparbourse en minuscule et au singulier @bnpparibas.com. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner à certaines de nos publications en nous adressant votre demande par mail à la même adresse. Merci pour votre soutien.